Écoutez, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin, avec toute l'équipe du planning stratégique de CBA. J'espère que tout le monde m'entend, voilà, le son est en train de monter. On est ravis de vous retrouver pour partager avec vous quelques réflexions qu'on a eues à l'agence sur le packaging de marques de spiritueux et son imbrication dans la réactualisation des marques d'alcool. Alors, je suis avec Anne-Henri, voilà, qui est planeuse stratégique senior à l'agence. Je suis avec Aude Largilet, qui est directrice du planning stratégique de CBA Paris. Et je suis moi-même Gauthier Bosch, responsable du développement stratégique de l'agence et par ailleurs chargé de cours au CELSA, Université Paris-Sorbonne. Donc on a 45 minutes à passer ensemble, qui on l'espère seront agréables. Ah, déjà ces petites... ça va. Donc alors il y a un PowerPoint qui se projette sur l'écran à ma droite. Voilà, donc si... pour nos amis de gauche, ça va être un petit peu difficile, mais on va être très bavard, donc on espère que tout le monde aura l'ensemble de la présentation. On veut vous parler de ces marques très bizarres, ces marques très étranges, qui sont les marques d'alcool. Et partager avec vous un petit peu sur les logiques propres à ce type de branding, à la fois dans les codes, dans l'iconographie, mais surtout dans le packaging et dans son interaction avec son environnement. Avant d'entrer spécifiquement sur les marques d'alcool, on a envie d'échanger avec vous sur les logiques de marque en général. En gros, ce qui nous tient à cœur à l'agence, c'est de comprendre qu'à l'origine de chaque marque forte, il y a une révolution. S'il n'y a pas de révolution à l'origine de la marque, on est dans du produit. Une révolution, c'est quoi? C'est transformer la vie des consommateurs sur votre catégorie de produits. Voilà, c'est d'apporter du changement et de l'innovation. À l'origine de chaque marque, il y a une révolution, et dans cette révolution est contenu l'ADN de votre marque, ce qui n'en changera jamais. Voilà, et une fois que vous avez capté l'essence de ce en quoi vous étiez révolutionnaire à l'origine, vous avez globalement votre identité de marque pour on va dire, l'éternité. Une marque, une fois qu'elle a fait sa révolution et qu'elle s'installe, elle devient un contrat. C'est très simple. C'est un contrat sur 3 éléments. C'est un contrat sur le produit, ce qu'on appelle un contrat transactionnel. Ça garantit de la qualité produit. Voilà. Ensuite, un deuxième type de contrat qui nous intéresse particulièrement pour les marques d'alcool, qui est un contrat relationnel. La marque garantit sur qui vous êtes. Vous êtes un homme Moët et Chandon, ou vous êtes un homme Veuve Clicquot. C'est 2 styles de vie différents. La marque, elle garantit sur un style de vie et c'est fondamental dans les logiques de marque d'alcool. Et enfin, le troisième type de contrat, qui est un contrat important mais moins stratégique pour le packaging, qui est le contrat moral. C'est-à-dire que la marque, elle dit qu'elle ne fait pas de mal à l'environnement et on va dire au monde du travail. Je vais laisser la parole à Aude qui va introduire plus spécifiquement les logiques propres aux marques de spiritueux avec la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire de quoi les marques de spiritueux sont-elles le signe aujourd'hui? Alors, effectivement, on a choisi de vous parler aujourd'hui des marques d'alcool et spiritueux pour pas mal de raisons. Déjà, avant même de parler des marques, on s'est rendu compte que la catégorie des alcools et des spiritueux, depuis toujours, est très fortement ancrée dans les mythes, dans les rites. Le fait de boire est souvent un moment de partage, de lien, qui en dit long sur sa catégorie sociale, sur sa communauté. Donc c'est déjà une source vraiment d'identité collective en soi. Et ce qui nous a intéressé vraiment, c'était d'essayer de montrer que dans cette catégorie qui est particulièrement dans le relationnel, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec Gauthier, c'est vrai que les marques ont cette dimension relationnelle à développer de plus en plus. Et déjà dans la catégorie des alcools et spiritueux, on s'est rendu compte que les mythes et les rituels sont extrêmement forts et que les marques vont devoir se battre pour arriver à s'approprier ces codes-là et à en faire des territoires individuels, uniques et propriétaires. C'est vrai que déjà, l'alcool en soi en dit long sur l'identité d'une personne et les marques au sein de cette catégorie ont vraiment énormément développé le contrat relationnel. C'est vrai que dans cette catégorie, les marques accompagnent le processus d'identification des individus, soit à un moment donné, première beuverie par exemple, on a des marques qui sont très très fortement présentes sur ce moment de la vie, et d'autres marques qui vont vraiment progresser avec l'individu, les accompagner dans la découverte de l'alcool ou dans la découverte des différents rites ou rituels de consommation. Donc on a vraiment des marques qui sont extrêmement présentes dans le relationnel, soit à des moments clés, soit tout au long de la vie.
Et du coup, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est comment chaque marque, en tout cas les marques fortes de cette catégorie, arrivent à évoluer dans cet univers de rituels et de ritualisation et arrivent à s'approprier leurs propres rites, développer un contrat relationnel unique et extrêmement fort avec les individus. Donc on a vraiment des parallèles assez forts. En général, on peut souvent entendre « dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es ». Et c'est vrai qu'on a vraiment particulièrement des marques qui ont réussi à développer une identité collective extrêmement forte avec les consommateurs. Alors, pour le petit clin d'œil, je pense que le fantasme qui nous réunit tous aujourd'hui, je suis désolée pour les gens qui ne voient pas le PowerPoint, mais vous avez une magnifique image d'un homme qui s'est tatoué le packaging de Jack Daniel's sur le bras. Très joli tatouage. Donc le fantasme qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre comment on peut en arriver là, puisque en l'occurrence sur cet exemple, c'est absolument pas unique et anecdotique. Il y a pas mal de gens qui ont ce genre de tatouage sur le bras. Bon, c'est quand même pas très très répandu, mais ça en dit long sur l'attachement émotionnel que certaines marques d'alcool peuvent avoir avec des identités collectives, avec des communautés. Donc on a vraiment un lien extrêmement fort qui se fait, qui va bien au-delà du produit et qui permet d'arriver à une sorte de fusion entre la marque et l'identité collective. Et c'est exactement le sujet de notre conférence aujourd'hui. Ce fantasme-là, il est peut-être pas bien raisonnable, mais en tout cas, on va essayer de comprendre comment les marques de cette catégorie ont réussi à arriver à développer cette dimension identitaire. Et on vous a construit cette présentation autour de 4 grandes étapes qui nous paraissent être vraiment fondamentales sur la construction d'une marque identitaire et d'une marque à identité collective. Les 4 grandes étapes, c'est au centre de tout ça, la construction vraiment des packaging qui vont être le squelette, la colonne vertébrale, ou en tout cas qui vont porter les codes identitaires extrêmement forts de la marque et qui vont, le packaging va être vraiment au centre de cette construction identitaire de l'écosystème de marque. La première étape, ça va être d'iconiser la révolution, de vraiment d'avoir des signes forts de cette révolution. On va vous montrer quelques exemples qui sont assez signifiants. La deuxième étape va être de vraiment faire en sorte que la marque soit le grand ordonnateur d'un rituel, donc une manipulation produit et un début de ritualisation de la consommation. La troisième étape va être de scénariser l'expérience de marque, toujours avec le packaging qui est vraiment déclencheur d'une expérience de marque. Et la dernière étape, on va essayer de voir comment les marques de cette catégorie arrivent à dialoguer avec des sociocultures. Donc on rentre dans le cœur de la présentation. La première étape, comment on a iconisé la révolution. Donc icône, c'est vraiment... c'est vraiment l'idée que si on fait le parallèle avec l'alcool et avec un insight individuel, boire pour exister, plus que ses goûts, il s'agit d'affirmer son identité. Donc si on fait le parallèle avec l'affirmation d'une identité individuelle, pour faire partie d'une communauté ou d'une identité collective, on va d'abord en afficher les codes. On va d'abord essayer d'avoir vraiment de manière signifiante un nom, des codes qu'on donne à voir et qui permettent aux gens d'être reconnus comme faisant partie d'une catégorie ou d'une identité collective. Donc l'icône, c'est vraiment, les marques vont s'approprier ça et essayer de développer des codes forts, des objets, des totems pour essayer de signifier à l'ensemble de leurs consommateurs ou à l'ensemble de leur public qu'ils font partie de cette identité collective. Comment construire une image qui s'articule et qui se rapporte à une identité, à une identification physique. Donc la marque va développer ses repères. Et on a dans la catégorie des alcools un challenge très particulier que vous connaissez tous. C'est évidemment, on est dans un univers de contraintes extrêmement fortes, des contraintes légales notamment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ces contraintes légales, les alcooliers arrivent à vraiment détourner ces contraintes-là et à remplir le challenge de construire des identités extrêmement puissantes, extrêmement reconnaissables. Et les marques ont vraiment des codes identitaires qui émergent, mais au-delà de ça, qui arrivent à être extrêmement signifiants et à de suite avoir une évocation extrêmement forte par rapport à l'identité collective qu'elles veulent émettre. Je vais laisser la parole à Anne pour vous montrer les exemples de cette première étape. Donc, en fait, on a construit vraiment cette partie des codes iconiques de la marque en 4 grandes catégories. Les premiers, ça concerne vraiment les codes identitaires et propriétaires d'une marque. Quand on parlait des contraintes législatives, aujourd'hui, il y a énormément de supports sur lesquels la marque ne peut pas apposer son identité. Là, c'est faire en sorte que le code graphique qui soit développé appartienne à la marque et puisse vivre en tant qu'icône seule. Donc là, on le voit sur l'application comme des marques
pour la partie, hop, c'est juste au-dessus. Donc la partie de code propriétaire, on a vraiment l'étoile rouge d'Heineken ou le Redman de Red Label ou Ricard avec son soleil. On est vraiment sur le prolongement des valeurs et de l'histoire dans l'entreprise. On l'incarne au travers d'une icône. Sur le deuxième point, la partie typographique aussi est un élément très très important en fait de la reconnaissance d'une identité, surtout sur la partie alcoolier. Clairement, une extraction d'une typographie en donne toute sa représentation. De la même manière qu'on va avoir le soleil ou l'étoile, l'étiquette vit à la fois dans sa partie parcellaire ou sa partie totale. Par exemple, Cronenbourg qui vient de revoir sa bouteille, où aujourd'hui on a presque une abstraction de l'étiquette et la typographie, le blason en fait la totalité. Donc on est vraiment sur l'affirmation d'une personnalité de la marque au travers de la typo. La couleur aussi, c'est un élément de plus en plus important en émergence rayon, on en parle beaucoup, sur des couleurs qui ont été préemptées par des marques et leur permettent d'avoir une identification immédiate pour la revendication d'un territoire. On arrive à raconter, à storyteller une couleur sur le Bombay Saphir avec son bleu ou le cordon rouge de Mumm. Voilà, on parlera même pas du jaune déposé de Veuve Clicquot, mais on est vraiment sur des affirmations d'histoire de marque au travers de la couleur. Et le dernier identifiant de la marque dans son abstraction complète, c'est la notion de volume. Aujourd'hui, juste par la silhouette, on est capable de raconter une histoire de marque, ou en tous les cas, inscrire les fondements de la marque, parfois même son usage. Quand on réintroduit la bague historique de 51 sur le volume, ou qu'on développe un volume spécifique pour le monde de la nuit, ce qui a été le cas d'Heineken avec sa bouteille Ora-Ito. Donc voilà, c'est une démarche d'entreprise, une démarche de marque, de travailler sur des volumes qui sont fortement... qui induisent d'ores et déjà un usage. Clairement, les éléments à retenir sur cette partie-là de l'iconisation du packaging, c'est clairement, il y a une espèce de support totémique de l'identité de la marque. Le packaging en devient sa représentation physique. On est un peu le point de conversation entre l'histoire de la marque et le début du rituel dont on a parlé et qui va aller crescendo sur l'engagement. La colonne vertébrale du culte passe par l'objet iconique qu'est le packaging. Et clairement, on a les identifiants qu'on vient de déterminer. Le deuxième grand point sur cette gradation un peu dramatique sur l'engagement de la marque, on parlait de devenir le grand ordonnateur du rituel. Clairement, ça peut passer par le packaging. Quand on regarde un peu en inside de marque, l'attente, clairement, on est sur des consommateurs qui demandent à s'approprier une gestuelle pour afficher un style. C'est un élément important parce que le code identitaire de l'affichage d'un style est vraiment important. Là, on a mis l'exemple de Jäger Bomb, qui est un alcool qui était quand même relativement passé de mode, assez passéiste, qui a réactualisé sa marque parce que les consommateurs jouent avec un partenariat sur des boissons énergétiques où on joue avec la marque et voilà, le pack induit le rituel de ces verres qui tombent. Donc on est vraiment dans la codification de la consommation, l'établissement des règles au travers du packaging. Donc le challenge pour les marques demain, c'est de créer des gestuels uniques qui sont soit issus de la catégorie dont on parle, les whisky, les champagnes, les vodkas, ou alors clairement importés de toutes pièces, créées, puisées dans d'autres catégories. Et clairement, le packaging en a la représentation, mais pas que. Alors, dans cette deuxième étape, effectivement, on l'a vu, le packaging est vraiment la colonne vertébrale en élément totémique des codes identitaires et devient la colonne vertébrale de cette ritualisation de la consommation. Si on continue notre parallèle avec la création d'une identité individuelle au sein d'une communauté, on emporte les codes et on commence à avoir les mêmes gestes, à avoir les mêmes attitudes que la communauté à laquelle on souhaite adhérer ou dans laquelle on souhaite être reconnu. Donc cette deuxième étape, c'est vraiment de montrer que les marques arrivent à proposer par le packaging et par un certain nombre d'éléments autour de l'événementialisation du packaging, à proposer une manipulation de produits, une consommation différente de leurs produits qui leur permet de sortir totalement de la spirale concurrentielle, d'arriver à proposer quelque chose d'unique et de mémorisable pour le consommateur. On fait pas mal de parallèles entre les marques d'alcool et la mode. C'est vrai que le packaging est
particulièrement au cœur de cette dimension identitaire, tout simplement parce qu'en général on a un monoproduit ou pas loin, donc on a vraiment une mémoire de la marque qui est très très associée au moment de la consommation et au packaging, et on n'a pas de multiples expériences produits, on a vraiment quelque chose qui est complètement fusionnel entre le produit lui-même, l'identité produit et l'identité de la marque. Et ici on voit comment les marques ont réussi à jouer là-dessus pour commencer à créer et à s'approprier des rituels. La ritualisation passe soit par s'approprier des rituels historiques, ce que vous avez ici comme exemple avec Balvenie Ambassador Case. Donc c'est une marque de whisky écossaise qui a développé une valise sur mesure pour essayer d'avoir vraiment un art de déguster et vraiment une dimension très très raffinée avec des miniatures de décantation, des livrets pour expliquer l'art de déguster, etc. Et Ballantine's qui a ressorti une carafe traditionnelle, on va dire, donc c'est pas forcément propriétaire à cette marque, mais ça leur permet de s'ancrer dans une histoire et d'avoir vraiment une dimension ritualisée, encore une fois, et d'avoir quelque chose de spécifique dès la manipulation produit. Donc c'est pas forcément la création de rituels totalement propriétaires et uniques, ça peut être de la réappropriation de rituels un peu oubliés ou de détourner des rituels d'ailleurs ou de s'associer à des créateurs. Le deuxième exemple que nous avons, ça va être toujours dans cette idée de revendiquer un art de déguster. On a l'exemple de Veuve Clicquot, je suis désolée toujours pour les gens qui ne voient pas, mais de Veuve Clicquot sur la gauche qui a développé un fauteuil avec Karim Rachid pour essayer de réinterpréter la relation à deux, donc l'extrême romantisme de la dégustation du champagne, avec un fauteuil qui rend hommage à la bouteille et également au logo ou en tout cas l'esperluette de Veuve Clicquot. Donc on a quelque chose de très poétique et de totalement scénarisé, avec évidemment la bouteille qui est au centre de cette fleur et qui est au centre du moment de partage à deux. Vous avez un autre exemple avec Mum qui a lancé une application iPhone pour apprendre les rituels du champagne. Donc là on a vraiment l'exercice poussé à l'extrême avec toute la ritualisation, un petit peu à la Obad, leçon numéro 1, leçon numéro 2. On a tout l'art de déguster le champagne qui est développé sur cette application et qui permet vraiment encore une fois de se détacher d'une consommation traditionnelle pour avoir une expérience unique. Ensuite, on a de nombreux exemples de marques qui ont essayé de proposer un nouveau mode de consommation. Donc, soit avec Malibu qui réinvente le cubi portatif avec du prémix. Donc, on est vraiment sur la tendance du cocktail et quelque chose de nomade qui s'adresse aux jeunes et qui essaye de proposer une nouvelle manière de consommer. Et puis le bien connu Pastis 51 avec la piscine pour essayer de déringardiser d'une certaine façon, ou en tout cas peut-être de s'adresser à des nouvelles cible, la dégustation de pastis avec cette nouvelle façon de le consommer dans des grands verres avec des glaçons pour encore une fois ritualiser ce moment de consommation et ouvrir à de nouvelles opportunités de développement pour la marque. Ensuite, on a d'autres exemples de ritualisation qui essayent d'anticiper, on va dire, la révolution des usages. Je pense que vous connaissez tous la révolution qui date un peu aujourd'hui, mais qui à l'époque était avant-gardiste sur cette dimension un peu nomade de consommation du champagne. C'était le champagne pop, qui existe toujours, qui a été lancé, je crois, en 2000, qui était vraiment la révolution et qui essayait d'anticiper la façon un peu nomade de consommer ce type d'alcool. Et plus récemment, vous avez une marque de bière belge sur la droite qui se positionne, qui se revendique comme la bière belge pour hipster à vélo. Donc voilà une nouvelle façon assez originale de s'associer à une identité collective en ritualisant sa consommation. Et enfin, plus de l'ordre de l'événementialisation de l'activation, on a la création d'un geste fort avec Belvedere Vodka, donc une vodka polonaise, qui a voulu créer ce geste fort pour la marque en s'associant à une actrice et en développant un coffret qui intègre cette espèce de dague symbolique pour briser la glace et pour avoir vraiment un geste extrêmement marquant, extrêmement mémorisable pour les consommateurs. Et le dernier exemple, c'est Stark et David Edwards qui a développé un aérospray qui donne l'ivresse de l'alcool pendant quelques secondes sans tous les problèmes
que ça entraîne, digestif on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un spray dès la première pression. On a l'ivresse qui ne dure que quelques secondes et du coup on ne consomme pas réellement d'alcool, ça ne passe pas dans le sang, mais on en a le goût et la sensation. Donc c'est vraiment là un nouveau mode de consommation totalement et une petite révolution dans cette catégorie. Donc là encore, et c'est vraiment certainement dans ces exemples-là qu'on voit que le packaging prend toute l'ampleur de la ritualisation et est vraiment au cœur de l'expérience de marque. Donc on voit à quel point le packaging est avant tout une promesse d'expérience de consommation, mais une promesse d'expérience de marque vraiment, particulièrement dans ces catégories. Et du coup, on comprend un peu mieux pourquoi il faut absolument oublier le packaging pensé ex nihilo, et il faut vraiment garder en tête qu'il doit à chaque fois prendre en compte tout son contexte de commercialisation et tout son contexte de consommation. On voit dans ces différents exemples que plus on prend en compte ces deux dimensions-là, donc à la fois merchandising, retail, circuit de distribution, etc., mais aussi le contexte de consommation, à qui on s'adresse, dans quel moment et quelle expérience on veut proposer à son consommateur, plus on a vraiment un début d'expérience de marque et vraiment quelque chose de propriétaire. Le pack devient un support privilégié du rituel et par ce début de gestuelle ou de manipulation produit, il devient l'introduction à l'expérience plus globale de marque qu'on va voir dans une troisième étape. Donc on va passer aujourd'hui aux expériences immersives. Tu veux faire l'intro ? Ah. Ça va pas. On parlait tout à l'heure de la notion d'expérience. On a vu un peu d'abord l'iconisation, la deuxième le rituel, c'est-à-dire je veux m'approprier des codes qui me ressemblent. Clairement, la troisième étape, c'est de plonger dans une expérience immersive. Avec comme attente vraiment le fait de vivre un moment, d'avoir un vécu de marque particulier, un moment unique qui me fait voyager, m'éloigne de mon quotidien. Donc on va de plus en plus sur ces parallèles avec les individus en disant je veux vivre quelque chose d'exceptionnel, je veux me sentir exceptionnel dans la relation que j'ai avec la marque et ce qu'elle a à me proposer. Donc c'est vraiment apprendre quelque chose, vivre quelque chose une fois, un événement qu'on considère soit comme formateur, soit comme fantastique, pour être vraiment sur le vécu expérimental. Par rapport à l'ambition de la marque et ce que ça représente en tant qu'annonceur, c'est de bâtir un storytelling qui est à la fois un mariage entre l'usage dont on parlait précédemment et la culture pour immerger le consommateur dans une histoire de marque vécue qu'il est capable de raconter et qu'il est capable de s'approprier. Enfin, cette notion de propriétaire est quand même très très importante pour les consommateurs en général. Et donc, on va développer différents exemples qui vont du plus graphique au plus conceptuel. Le premier exemple, c'est une marque de vin espagnol qui s'appelle Finca de la Rica, qui propose du vin récréatif. En disant boire du vin c'est un plaisir, clairement ça peut devenir un entertainment, et qui propose chaque année des coffrets à la fois événementiels, donc pour le vin dans son produit, mais aussi pour tout ce que ça raconte de divertissement, de moments ludiques, de moments pour soi ou de moments à partager. On est vraiment sur cette forme de convivialité. Promettre une expérience par le volume, ça existe aussi, comme quoi parfois le packaging peut être l'incarnation de l'expérience qu'on va vivre plus largement avec la marque. Ça, c'est deux packs qui sont assez représentatifs de jusqu'où on peut aller dans la démarche, parfois un peu jusqu'au boutiste, par exemple sur la vodka que vous voyez en haut, j'espère que vous la voyez aussi derrière. Sexitina, qui est une vodka russe au lait, et qui est très expressive dans ce que ça a à promettre. C'est du sexuel, du voluptueux, et ils sont partis d'une partie du corps de la femme pour représenter la bouteille avec toute la délicatesse que ça représente. Voilà. Et ils font des soirées un peu coquines qui vont dans ce sens-là, et pour le coup c'est la bouteille qui porte l'histoire. Le deuxième volume, c'est une vodka qui s'appelle Spin Vodka, qui est une vodka à base d'extrait de vanille et de essence d'animaux bizarres, type insectes. Et on a vraiment dans le volume quelque chose d'assez spécifique. C'est un volume tout en creux avec le contenu, l'alcool est uniquement contenu dans une découpe en forme de squelette de reptile. Donc on est vraiment sur une promesse très très forte par le volume d'expérience piquante, expérience étonnante, expérience en rupture. C'est de la provocation, clairement. Il y a un deuxième exemple quand on parle de construction
d'un univers et d'une expérience qui passe aussi par le volume. C'est une petite marque qui a été lancée à Washington et qui aujourd'hui se développe très très fortement aux États-Unis, qui s'appelle Green Hat et qui a décidé de se construire un univers plongé dans les années 40 avec des soirées qui correspondent aussi, et le packaging raconte ça clairement. On est sur un gin, l'identité c'est sur une bouteille qui est relativement iconique, qui est très issue du Bourbon et pourtant qui n'est pas sur cet alcool-là, et qui raconte un espèce de storytelling très très étonnant sur le style, les codes vestimentaires, et tout l'univers de la marque va raconter cette expérience, du packaging jusqu'aux soirées, jusqu'à l'événementiel. Clairement, quand on a l'ambition de proposer une expérience de marque, évidemment, le packaging en est l'ambassadeur, mais ça peut aller jusqu'à l'incarnation d'un lieu. Enfin, clairement, l'appropriation d'un lieu qui est propre. Là, on parlait de Morito Embassy, qui a été développé par Havana Club. Clairement, c'est s'approprier un type de consommation. Ils ont recréé un marché du Morito avec des citrons, de la menthe, et on crée son propre cocktail. Et on apprend à créer son propre cocktail, donc le consommateur devient acteur de l'expérience de marque. Clairement, c'est très immersif et ça se raconte. Enfin, il y a une espèce de rapport connivant à la marque qui passe à la fois par le packaging et à la fois par l'expérience. Autre détournement qui est assez représentatif, la marque Stella Artois a proposé la pétanque à Londres et veut l'incarner comme un lifestyle pour une marque de cidre, même pas de bière. Donc on est vraiment on arrive à créer un lifestyle à partir de choses qui sont complètement déconnectées. On est dans un pays qui connaît pas la pétanque est pas du tout reliée au cidre. Enfin, il y a une espèce de mouvance là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Londoniens s'initient à un nouvel art de vivre, vivre à la française, avec et ça passe évidemment par le cidre, évidemment par l'expérience que la marque propose. Enfin, ça c'est un dernier exemple qui est plus intellectuel quand on parlait de la conception d'une idée, mais il est intéressant, il a été développé par Happiness Factories et c'est un projet qui est encore work in progress, c'est-à-dire que chaque jour les gens le font évoluer, et il s'agissait de synthétiser une émotion, c'est-à-dire de créer une bière qui raconte une émotion, une sensation passée, ma première rupture amoureuse, l'odeur de ma grand-mère, voilà. Et donc on a une collection d'émotions qui est synthétisée dans une bouteille d'alcool, et pour raconter l'histoire jusqu'au bout, ils sont partis d'un volume qui est lié aux apothicaires. Donc au volume d'antan, pour raconter une histoire très très émotionnelle. Et donc on est vraiment sur une marque qui se construit autour de cette dimension émotionnelle de promesses, de sensations, d'émotions et un peu de souvenirs. Voilà, donc quand on parlait du packaging comme étant la colonne vertébrale sur l'item précédent, clairement, on voit même qu'il peut il peut induire l'expérience de la marque. Il peut inspirer cette expérience de façon plus large, en être soit, ce qu'on disait, sur le totem par un niveau d'affordance, c'est-à-dire le volume signifie l'expérience, quand on parlait de la poitrine ou du squelette, et il devient clairement l'élément de reconnaissance qui est pérenne aussi, parce qu'on sait que l'événementiel bouge beaucoup, l'élément iconique dont on parlait, c'est aussi l'élément de reconnaissance du vécu de marque sur le long terme. Enfin, le quatrième item, c'est celui, je pense, auquel toutes les marques aspirent. Après, il y a peu de marques qui peuvent s'en prévaloir, mais c'est clairement l'ambition de dialoguer avec une socioculture, c'est-à-dire des gens qui s'approprient la marque et la reconnaissent comme étant leur ou représentative de ce qu'ils sont. En item, on parlait des marques qui accompagnent une partie de la vie. GB est assez représentative de ça, avec le grand mouvement qu'elle a lancé sur la mixologie. Il y a un item qui dit que l'alcool nous fait ressembler à ce que l'on devient. Une partie de sa vie peut être fortement identifiée à un alcool qu'on a grandement consommé et qui a représenté une partie de sa personnalité. Donc on est vraiment relatif aux structures sociales, à la notion de tribu, aux groupes d'individus qui se reconnaissent ensemble au sein d'une communauté et qui se reconnaissent au travers d'une marque. Et on est vraiment sous l'autorité de la marque, ou en tous les cas son aval, quoi. On est sur une forme de reconnaissance sociale.
Là, pour le coup, clairement, l'ambition de la marque, et il faut faire preuve d'une certaine forme d'humilité là-dessus, c'est de s'adosser à des tribus qui sont existantes, parce que les créer de toutes pièces, clairement, on sait que c'est beaucoup d'énergie et souvent, c'est un échec. Donc, s'adosser à des tribus qui existent, et ça nécessite aussi de pas forcément maîtriser toute l'appropriation de la marque par des groupes d'individus et avoir l'humilité de le reconnaître, par contre leur mettre à disposition et réagir en fonction pour que clairement on leur laisse cette liberté amplifier ça et créer l'addiction. Donc là, on a travaillé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a pris le prisme langue sociale de ça en se disant clairement, est-ce qu'on peut déterminer des sociotypes existants aujourd'hui? Et on a pris le sociotype, par exemple, de l'art de la rue sur tout ce qui est street art, qui est une communauté qui est très très fédérée, très très représentée dans certains milieux, et aujourd'hui qui a clairement été appropriée ou en tous les cas adossé à la marque Desperados. Je ne sais pas si vous le savez, Desperados travaille avec un collectif d'art urbain qui s'appelle le 9e Concept. Ils travaillent depuis plus de 15 ans ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se veulent comme étant l'amplificateur de la culture urbaine. Et ça passe par le packaging. Chaque année, ils laissent la bouteille vierge et ils laissent la bouteille se faire approprier ou même se faire complètement codifier par des artistes. Ils créent des performances, des expositions. Il y a eu pas mal d'expositions à la Design Pack Gallery. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le packaging devient l'emblème d'une culture, sa représentation et tout l'univers qui gravite avec. Le deuxième sociotype, qui est quand même très très particulier, et toutes les marques d'alcool n'aimeraient pas forcément être adossées à cette culture-là, mais c'est la culture du rap, clairement, un peu rap bling bling, on parle de rap ostentatoire. Il y a un alcool en France qui n'est pas trop codifié de cette façon-là, c'est le cognac. Et aujourd'hui, par contre, dans la culture américaine, le cognac s'est complètement fait phagocyter par la culture rappeur, le sociotype des rappeurs. Et on a donné l'exemple de Courvoisier, qui a juste été complètement dépassé par cet événement, parce que Busta Rhymes, qui est un rappeur connu, a lancé un titre sur la marque. C'est-à-dire, c'est même pas un partenariat, c'est une volonté de sa part. Et donc, la marque n'a pas eu d'autre choix que de se codifier en fonction et en tirer le meilleur bénéfice. Et donc, ils ont créé des gammes spécifiques pour cet univers et pour ce sociotype des rappeurs. Et donc, les codes vont dans ce sens-là, les packaging pareil, les volumes très noir mat, très dorés. Enfin voilà, on a une codification en fonction d'un sociotype parce qu'il y a une appropriation par un groupement de personnes. Enfin, le dernier qui reboucle un peu avec le visuel qu'on a vu au début sur l'histoire d'un mythe. Clairement, quand on parle de l'esprit rebelle, l'esprit rock, l'esprit indépendant sur une forme d'authenticité et des gens qui sont pourtant difficiles à capter parce que souvent en rébellion, clairement, il y a une marque qui l'a fait avec autorité et avec crédibilité, c'est Jack Daniels. De la même façon que Harley Davidson et Jack Daniels sont maintenant presque interdépendantes ou connectées l'une à l'autre, la marque a pris le parti de s'adosser à cette culture-là et c'est représentatif d'un état d'esprit aujourd'hui, une façon de penser, une façon de consommer, une façon de voyager. Et voilà, on est vraiment dans une marque de lifestyle. On est dans une marque qui défend une socioculture. Et c'est intéressant aussi pour ça, c'est de se dire que le packaging en est l'emblème. On est vraiment sur une marque esprit rebelle et qui défend toutes ses valeurs. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, qui est presque la plus ambitieuse, mais ce à quoi les marques à terme peuvent aboutir, c'est de se dire qu'on met la marque à disposition des consommateurs et qu'elles, par contre, mettent à disposition des outils qui sont à la fois sémantiques, symboliques, ou de l'ordre de l'utilitaire pour favoriser l'appropriation. Ça passe par l'identité, le pack, le rituel, voilà. Et enfin, clairement, l'identité, ça devient le faire valoir et on est sur cette appropriation par la communauté. Merci beaucoup Anne. Alors on va conclure rapidement.
Alors évidemment, on vous a montré des exemples de marques mythiques, de marques iconiques. On a vu Jack Daniels, on a vu Courvoisier. Et après, la question, c'est de se dire, oui, mais moi et ma marque, vous êtes bien gentil, mais comment je fais? Et en gros, on a retrouvé des exemples de marques pour vous démontrer qu'il est possible de créer à partir de zéro des marques d'alcool, des marques de spiritueux. Ce domaine-là est très proche des marques de parfum ou des marques de mode, encore une fois, ou des marques des films de cinéma, avec des storytelling très forts. Et il y a un exemple de marque de rhum qui nous a beaucoup interpellés, qui s'appelle... Ah oui, pardon. Ah oui, si je tourne pas les slides, ça va être compliqué. Qui s'appelle Sailor Jerry. Voilà, donc là on a une marque de rhum assez récente qui s'est créée sur une socioculture, sur un univers, on va dire, du marin, du tatouage. Aujourd'hui, il y a eu le mondial du tatouage à Paris il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est quelque chose qui revient très fortement. En France, on est moins adepte, mais dans les pays anglo-saxons, c'est une pratique extrêmement forte. Et ces gens-là, avec cette marque d'alcool, réactivent une version vintage du tatouage pour rentrer dans une double culture, à la fois celle du monde du tatouage et en même temps celle du monde des marins, en tout cas perçue comme telle. Donc il est possible, à partir de fragments, on va dire, de codes d'une culture, d'aller brander tout ça et de créer une marque, on va dire, identitaire par rapport à ça. Alors pour conclure sur cette présentation, les 4 règles d'or ce qu'on va appeler le packaging provocateur de rituel. La première règle, c'est bien évidemment de penser le packaging comme une clé d'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, les marques proposent des univers dans lesquels les consommateurs souhaiteraient être partie prenante. On n'a pas envie d'être dans la réalité, on a envie d'être dans la vitrine, on veut être dans la fiction que propose la marque. Voilà. Et la seule façon d'entrer dans la fiction que propose la marque, qui est quand même l'enjeu aujourd'hui du commerce, c'est d'acheter le packaging. Voilà. C'est par l'acte d'achat me fera moi consommateur partie prenante de cette histoire et je veux co-construire cette histoire avec la marque. Donc le packaging, c'est une clé d'entrée, c'est un sésame. Voilà. C'est ce qui fait qu'on provoque l'acte d'achat en créant des univers fictionnels extrêmement forts et extrêmement crédibles. Hein. C'est comme quand vous allez au cinéma, l'histoire, il faut y croire. Si on ne croit plus à l'histoire, on sort du film. Et dans ces cas-là, on repart déçu. Et la marque, c'est de la narration. La marque, c'est de la fiction, mais il faut qu'on y croit. Voilà. Et c'est tout l'enjeu du travail des marketeurs aujourd'hui, de faire des fictions crédibles. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'achète pas des produits. On achète des codes. Voilà. Donc du coup, votre packaging, c'est votre produit final. Voilà. C'est ça que vous allez mettre en scène et vendre. Vous allez vendre toute une série de codes pour vous distinguer de la compétition. Enfin, c'est de percevoir aussi, troisième règle, le packaging comme une boutique, comme un retail. Les marques d'alcool ont très peu de l'occasion, ça demande des investissements lourds, de créer des réseaux de boutiques en propre. Alors qu'on se rend compte que dans les marques de grande consommation, le café, Nespresso, la logique de maîtriser sa distribution, de maîtriser l'expérience qui est en retail est fondamentale aujourd'hui. Hein. On est dans un monde qu'on appelle post-publicitaire. La publicité classique, c'est fini. On est plutôt dans le digital, dans le design. Et donc du coup, ce packaging, il va devenir une vitrine. Ce packaging, il va devenir une boutique. Et donc, il faut événementialiser cette boutique. Et c'est toute la logique des packaging événementiels qui va être fondamentale. La logique des collaborations, Anne en a parlé, dans le monde du rap, on a développé des méthodologies qu'on appelle d'arketing. Comment on fait intervenir un artiste contemporain dans votre marque? Quel artiste? Pourquoi? Comment? En fonction de votre plateforme. Donc, il y a aujourd'hui des choses qui se structurent dans la démarche. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, qui est l'étape ultime, c'est que finalement, votre packaging, il vous appartient plus. C'est-à-dire qu'il est livré à la signification de vos consommateurs. C'est bien évidemment les marques de cognac qui n'ont pas choisi d'être dans le monde du hip-hop, c'est Lacoste qui n'a pas choisi évidemment d'être en banlieue, mais c'est aussi le signe d'un succès, c'est-à-dire qu'une marque, c'est une co-création. On n'est pas dépositaire du sens d'une marque, on est dans une conversation, un dialogue, et c'est de ce dialogue que naît la signification, ce que veut dire la marque dans le champ social. Et quand le packaging et en tout cas les codes sont, on va dire, la possession de vos consommateurs, quelque part, c'est que vous avez en partie gagné. Oui, si je... Donc voilà, donc l'idée, c'est pour finir, c'est que le packaging, c'est au cœur de l'engagement de marque, et le packaging est le lieu d'un dialogue entre votre univers de marque, votre identité et bien évidemment les pratiques, les rituels de vos consommateurs. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'identité des marques dans le monde réel imite l'identité des marques dans le monde digital. Dans les stratégies de branding et de packaging, l'idée, c'est de créer des fragments, des morceaux d'identité que vous allez faire circuler dans le champ social. Voilà. Et ces gens vont se réapproprier ces fragments, vont les réinterpréter, et là, vous allez
participer à construire une marque mythique. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va vous laisser la parole pour quelques questions rapides. Voilà, juste CBA, c'est un groupe de branding, packaging, retail, activation parisien qui s'est beaucoup développé ces dernières années. On a 15 bureaux partout dans le monde, donc voilà, vous pourrez aller voir sur le site. On a aussi développé un certain nombre d'études transverses sur le branding du luxe, sur le retail. Si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir notamment cette présentation ou continuer la conversation. Merci de votre attention et on attend vos questions.